Cette loi de 1992 sera une avancée considérable dans le domaine de la coopération. En effet, avant, seule la coopération bilatérale avait droit de cité, c'est-à-dire la coopération d'État à État. Mais depuis cette date, toute collectivité territoriale française, d'une région à la plus petite des communes, ont la possibilité de transférer de l'argent public auprès d'une de leurs homologues étrangères de même niveau. Et le Mali, en 2017, légiférera également pour encadrer cette pratique qui se doit d'être structurée par une convention. Et ce, dans tous les domaines de compétences réciproques. Les grosses communes françaises gèrent généralement leur coopération décentralisée avec leurs services des relations internationales. Mais pour les communes plus modestes, qui ont la volonté politique d'agir dans ce domaine et qui n'ont pas la possibilité d'avoir ce type de service, il leur est possible de passer par le biais d'une association de type ONG comme la nôtre. Et c'est le cas du projet dont nous avons la charge actuellement depuis 1995, qui nous servira d'appui pour la suite de cette présentation. J'en profite pour vous présenter nos territoires, en précisant que la plus importante de nos communes, c'est 7500 habitants et la plus petite 600. Pour que cela fonctionne, il faut bien sûr un certain nombre de conditions. D'abord, celle de l'outil, l'association, l'ONG, qui doit travailler dans un cadre légal dans le pays d'intervention, mais qui doit avoir également, outre les compétences pour gérer ce type de projet, une certaine éthique et déontologie de fonctionnement. Le projet doit être géré au contact même des populations concernées, avec une équipe sur le terrain en permanence, consciente du développement de son pays et d'être en capacité d'apporter autre chose que seulement de l'argent. C'est ce que nous essayons de développer dans différents domaines avec la coordination de notre délégué général et de notre chargé de mission en France. D'autre part, comme il n'y a pas de démocratie et de développement sans l'impôt, nous exigeons donc, dans la Convention, un certain nombre de conditions, notamment celle de la participation financière des bénéficiaires et leur obligation à nous fournir les éléments de suivi et d'évaluation. Ensuite, doit être acceptée toute la méthodologie de gestion de projet. Pour la société civile, en 2009, nous avons créé ce centre intercommunal d'appui à la gestion et à l'évaluation, où toutes les structures qui le souhaitent peuvent faire suivre leur gestion et évaluer leur travail sous l'expertise du comptable et l'appui de l'agent de développement. Nous avons donc créé des interfaces de gestion conçues et adaptées à chaque volet, hydraulique, santé, agriculture, éducation, élevage, maraîchage, etc. De même, ces structures peuvent accéder à certaines sensibilisations ou formations que nous organisons régulièrement à leur demande avec des supports également créés par Arcade. Très important, le suivi et l'évaluation permanente de l'ensemble du projet, qui nous permet de réagir très rapidement en cas de problème et de coller au projet au quotidien. C'est comme cela qu'en 2017, nous n'avons travaillé qu'avec Benkadi et Dambela, les deux autres communes n'ayant pas rempli leurs engagements. La loi malienne exige que tous les 5 ans soit établi en concertation entre les mairies et leur population un programme de développement économique et social communal sur lequel se base le conseil municipal pour délibérer et nous faire parvenir les projets dont ils souhaitent la participation de la coopération décentralisée.
Ces projets sont étudiés par l'équipe Arcade Mali et Arcade France, délégués général, bénévoles, etc., en partenariat avec les mairies maliennes, les partenaires techniques et financiers, ainsi que l'administration territoriale, pour qu'il soit le plus élaboré et le plus cohérent possible avant d'arriver devant le conseil d'administration et les collectivités françaises, qui, après l'avis des commissions techniques, décident ou pas de leur réalisation. Sur le plan financement, il y a bien sûr au départ nos fonds propres, mais surtout les subventions annuelles versées par les communes partenaires, les maires à l'origine du projet ayant décidé de mutualiser leurs fonds au sein de la comptabilité Arcade, auxquels vont se rajouter les participations des communes maliennes. Ce sont ces financements conventionnés de la coopération décentralisée qui nous donnent une grande visibilité sur les perspectives du projet. Ces fonds nous permettent d'accéder aux subventions annuelles, parfois aléatoires, des collectivités territoriales de notre territoire. Et c'est cet ensemble qui permet à notre délégué général de monter des dossiers de cofinancement auprès des bailleurs de fonds spécifiques. À noter que le ministère des Affaires étrangères français soutient notre action sur des financements trisannuels depuis 1998. Autre exemple possible pour les collectivités qui en ont la volonté, la loi Oudin-Santini, qui autorise une démultiplication certaine des possibilités de départ dans le cadre des volets eau et assainissement. Nous en avons bénéficié grâce à la commune de Cré-en-Beldonne pour la réalisation de l'adduction d'eau de Mémy-Salin, un village de 3500 habitants. Ce graphique sur l'évolution du budget Arcade nous montre que malgré la stabilité des subventions coopération décentralisée des communes françaises sur près de 20 ans, le travail de notre délégué général permet de multiplier par 3 voire 4 ces fonds de départ. Voici l'organisation financière mise en place et son contrôle. Ces fonds alloués par nos communes à cette coopération décentralisée représentent une participation moyenne de 2,2 € par an et par habitant. Et nous allons voir dans un instant ce que cela permet de réaliser tant sur les infrastructures et structures de gestion que dans l'organisation et la sensibilisation des populations. Une des premières demandes de Dambéla fut la construction de ce barrage pour l'irrigation des cultures et l'abreuvement des troupeaux. Réalisé en 1994, il fait suite à un important travail de concertation, d'études techniques et surtout de répartition du foncier. On est passé ainsi de 3 à 124 parcelles cultivables, une par famille, avec un passage réservé aux animaux. Construit sur un cours d'eau non permanent, il est toujours fonctionnel et ne tarit jamais en saison sèche. Pour l'approvisionnement en eau potable, réalisation de 3 puits-citernes à Tietimbougou, Konona et Corolla. Cette technique, certes onéreuse, réduit considérablement le cavernement des forages, mais l'eau, disponible toute l'année, est de bien meilleure qualité que celle des puits traditionnels et une pompe manuelle peut être également installée sur la tête du forage. 12 forages équipés de pompes manuelles sont maintenant en service. Un accompagnement important est mené dans chaque village pour la création et la formation de comités de gestion, chargés de recouvrer les cotisations annuelles permettant d'entretenir la pompe. Dans les plus gros villages, nous réalisons des adductions d'eau sommaire avec bornes-fontaines dans les quartiers et robinets dans les concessions. L'eau est payée selon la consommation. Facile d'accès, les femmes ne sont plus les seules à se charger de la corvée d'eau. Cependant, la gestion et l'entretien des systèmes restent difficiles dans ces communes qui n'ont aucun moyen technique.
C'est pourquoi, là aussi, notre suivi est permanent au SIAG, appuyé par la création d'une interface adaptée à la gestion de l'eau et à sa comptabilité. Pour éviter les mares d'eau stagnantes et insalubres, un volet indissociable à l'accès à l'eau, l'assainissement. Nous commençons donc à équiper les concessions de latrines, éviers et puits perdus pour l'évacuation des eaux usées. Sans désenclavement, il n'est pas de développement possible. La saison des pluies rend impraticable la plupart des pistes, tant pour le transport des marchandises que pour l'accès aux centres de santé, aux marchés ou aux mairies. Chaque année, Dambéla reste coupé du pays pendant plusieurs semaines, lorsque seules les pirogues peuvent traverser le cours d'eau à Ntiobougou. Ainsi, nous avons construit 6 km de pistes entre Dambéla et Blindio, réalisées en remblai latéritique compacté à 80 cm, avec ouvrage d'art pour le franchissement des marigots. C'est une solution plus adaptée que le goudron, d'une part moins onéreuse à la construction et d'autre part d'un entretien beaucoup plus facile par les jeunes du ton villageois. Quand cela est possible, la technique du pont-barrage permet également d'obtenir une retenue pour quelques mois de saison sèche pour abreuver les animaux. Ces ouvrages permettent d'éviter parfois des détours de plusieurs dizaines de kilomètres et favorisent grandement l'extension des marchés, mais aussi et surtout le désenclavement du centre de santé. Nous réaliserons ensuite le premier tronçon de la piste de Benkadi sur 3 km et travaillerons avec les mairies sur le recouvrement de taxes sur les véhicules pour l'entretien des pistes. En partenariat avec la région de Sikasso, le pont stratégique de Blindio qui désenclave les 4 communes. La zone sud du Mali a le potentiel pour nourrir l'ensemble du pays. Pour renforcer la sécurité alimentaire et l'amélioration des productions, création d'aménagements hydro-agricoles, formation aux techniques agricoles durables et diminution des coûts par une gestion collective du matériel, comme la batteuse par exemple. Nous travaillons sur la filière en circuit court jusqu'à la commercialisation par les banques de céréales communales que nous avons construites, équipées et dotées d'outils de gestion. Ces BCC ont pour objectif essentiel la régulation des cours et la disponibilité des stocks de sécurité. Suivi également des projets d'élevage pour développer et diversifier les activités de la filière bovine afin d'améliorer la qualité et le coût de la viande sur zone. La promotion féminine est un volet transversal qui vise autant l'allègement des travaux domestiques des femmes que le développement d'activités économiques gérées par les associations qu'elles ont mises en place. Chaque action est l'occasion de faire prendre confiance, de faire prendre conscience aux femmes comme aux hommes de leurs propres capacités et de les former à la gestion technique, comptable et associative. On parvient ainsi, sans heurter ni la coutume ni l'organisation traditionnelle, à de notables évolutions. Ces activités développées par les femmes apportent certes des revenus complémentaires pour subvenir aux besoins essentiels de la famille et des enfants, mais aussi renforcent la sécurité alimentaire et la lutte contre la malnutrition. Ces projets permettent également de sensibiliser au changement climatique en travaillant sur les intrants organiques, la rationalisation de l'irrigation, voire le séchage solaire des produits. On constate aussi qu'avec ces nouvelles sources de revenus, les femmes abandonnent la coupe de bois au profit d'autres activités plus respectueuses de l'environnement.
Certains produits peuvent être conservés toute l'année afin de pallier aux carences d'une alimentation essentiellement basée sur les céréales. Cette transformation est rendue possible grâce aux séchoirs solaires que nous avons conçus et réalisés. Ces projets permettent aussi de travailler sur le lien intergénérationnel, car ces associations sont souvent composées de toutes les femmes mariées du village, des plus jeunes aux plus âgées. Chaque femme possède une parcelle dans le jardin de l'association. Une fosse à compost et une parcelle collective permettent de tester de nouvelles productions et de nouvelles techniques, qu'elles appliquent ensuite sur leur parcelle individuelle. Aux nutriments apportés par les légumes s'ajoutent aussi les protéines grâce à la pisciculture de Nemakuna. Ainsi, le poisson est désormais abordable et disponible toute l'année pour la population. Mais la promotion féminine ne s'arrête pas au projet des associations de femmes. La scolarisation des filles et la santé publique sont aussi essentielles. Créé et construit en 1994 à Dambéla, ce premier centre de santé communautaire de Brousse, avec son dispensaire, sa pharmacie et sa maternité, est maintenant autonome financièrement. Le logement du médecin, pour fidéliser celui-ci dans ce coin de Brousse, ainsi que 3 autres maternités rurales. Notre accompagnement se fait surtout sous forme de formation, de sensibilisation en santé publique, en particulier sur le VIH et les infections sexuellement transmissibles. Les éjaculations également, elles restent là-dedans. La fièvre Ebola, la malnutrition, les violences sexuelles et les grossesses non désirées. Une autre action pilote de substitut durable aux serviettes hygiéniques, les coupes menstruelles. La formation en gestion aux associations responsables des centres de santé est pour mettre à jour l'assiette des cotisations, la réalisation du recensement de l'aire de santé. Ces centres améliorent leur gestion et leurs services et les comportements à risque diminuent parmi la population. Depuis le début du projet, nous avons construit et équipé de nombreuses écoles, afin de répondre à la politique du gouvernement « Un village, une école », tout en s'assurant que chaque classe aurait bien un enseignant. Nous complétons chaque année, à hauteur de 4 millions CFA, les dotations de l'État en fournitures scolaires, accompagné d'un important travail d'animation pour que chaque commune coordonne les acteurs dans la définition des besoins et la répartition de ces fournitures. Les principaux défis de l'école malienne sont aujourd'hui la qualité de l'enseignement et la bonne gestion des écoles. Nous organisons donc des formations et des échanges pédagogiques ainsi que la sensibilisation à la gestion des écoles, gestion déléguée par la loi au CGS, Comité de gestion scolaire villageois. Ce travail est complété par des échanges scolaires et pédagogiques entre écoles primaires et secondaires françaises et maliennes. Ces échanges prennent diverses formes, telles que des courriers, des expositions, des dessins ou des films. Avec notre appui, les professeurs organisent le concours annuel d'excellence entre les collèges de la zone, ce qui permet de stimuler les élèves et les enseignants pour améliorer leur niveau tout en créant un beau moment d'échange. Autre projet pilote, la classe nocturne d'Oueto, pour réviser les leçons à la tombée de la nuit. Les statistiques tenues par les communes confirment que l'émulation des acteurs favorise une hausse du taux de scolarisation et améliore le niveau scolaire. A été rendu possible non seulement grâce à la volonté des élus et des populations, mais aussi et surtout à la bonne disponibilité de notre partenaire l'ARCAD. Il faut que vous sachiez que nous, on veut continuer à travailler avec vous, à voir avec vous en fonction de vos besoins, de vos
demain, va essayer de vous aider, de vous accompagner. Après les premières élections maliennes et la construction des mairies, nous avons électrifié et informatisé ces mairies. Suivront bien sûr les formations des élus et du personnel communal en gestion, en informatique, au fur et à mesure du développement de ces communes. Ce partenariat aboutira à la création d'une interface intégrée de gestion municipale, GM2I, conçue avec les principaux utilisateurs. Cette interface se veut adaptée aux besoins et aux contraintes des communes maliennes. D'abord testée dans nos communes partenaires, elle a rapidement suscité l'intérêt du président de la région de Sikasso. Et après avoir présenté cet outil au conseil régional et au niveau ministériel, la région de Sikasso et son agence de développement régional nous ont sollicité pour l'implantation de GM2I dans 10 communes volontaires à la suite de la formation de leurs agents. Cette interface suscite un grand intérêt car chaque écriture n'est rentrée qu'une seule fois, se distribuant ensuite automatiquement dans les différents documents demandés par l'administration, mandat, ordre de virement, paye, compte administratif et même l'état civil, supprimant toute possibilité d'erreur, simplifiant ainsi le travail des régisseurs et des secrétaires généraux. Grâce aux compétences de nos bénévoles et à l'équipe sur place, nous créons des diaporamas de sensibilisation et de formation, adaptés aux problématiques soulevées par nos partenaires. Diaporamas diffusés auprès des élus ou des villages, lors de réunions débats ou de séances de cinéma. Ces conférences filmées, tout public, permettent en France, d'une part, un travail qui nous paraît nécessaire de sensibilisation sur les relations Nord-Sud, et d'autre part, de rendre compte de nos actions sur le terrain, mais également d'alimenter nos fonds propres. Avec des supports adaptés, films, diaporamas ou jeux pédagogiques enrichis par des enseignants partenaires, nous intervenons dans le cadre scolaire et périscolaire, à l'image de ce concours organisé par un collège où chaque élève a présenté une œuvre illustrant les actions de l'arcade. Émissions de radio, articles de presse, expositions complètent également ce travail. D'autres expositions réalisées par les écoles sont utilisées ensuite au Mali, où elles servent de support pédagogique pour les enseignants. Sans oublier l'album retraçant l'historique de l'arcade. Lorsqu'on nous sollicite, nous pouvons partager notre expérience et notre méthode avec d'autres structures de la solidarité internationale. Sur notre site et sur les réseaux sociaux, suivis d'ailleurs par nombre de Français et Maliens, nous portons régulièrement informations et actualités. Ce forum de la coopération décentralisée à Pontcharra, qui a réuni pendant 3 jours le tissu associatif local, les collectivités, les écoles, nos partenaires régionaux et maliens, restera pour nous un événement symbole de cette relation Nord-Sud et de son potentiel. Au Mali comme en France, ces rencontres entre élus et personnels des collectivités sont une des grandes richesses de la coopération décentralisée. Chacun peut découvrir les points communs, les différences, enrichir ses propres pratiques, voire faire naître de nouveaux projets. La coopération décentralisée, ce sont certes de riches échanges, mais surtout la réalisation de projets correspondant aux besoins locaux réels de nos partenaires, élaborés, construits avec eux, dans le respect de leur culture, et ces actions voient les villages se développer, les jeunes Maliens retrouver l'espoir d'une vie meilleure chez eux, des perspectives d'emploi et d'avenir. La coopération décentralisée, pour moi, c'est passer de peuples couchés qui subissent à des peuples debout qui espèrent et travaillent dans la confiance retrouvée.